Cassandre ne prédit plus dans l'eau, Morphée est clandestin, bienvenue dans Dialectique Noire. Pourquoi les gens consomment-ils de la drogue ? Par plaisir ? Oui. Pour certains, c'est juste ça. Un moyen d'amplifier une soirée, de s'amuser, d'explorer des sensations nouvelles. Mais si on gratte un peu, on voit que la consommation de drogue est aussi une réponse à un malaise plus profond. Aujourd'hui, on vit dans une société qui pousse à bout. Travail stressant, précarité, manque de perspective, solitude grandissante. On est censé être productif en permanence, répondre aux attentes, réussir, accumuler, tout en encaissant les pressions quotidiennes. Mais quand le mental y lâche, il reste quoi comme solution ? Les psys, trop chers, trop rares. En France, un rendez-vous avec un psychiatre peut prendre plusieurs mois, et les consultations de psychologues en libéral coûtent entre 50 et 100 € la séance. La Sécu rembourse mal, et tout le monde ne peut pas se permettre un suivi régulier. Résultat, on prescrit des antidépresseurs à la chaîne. La France est le deuxième plus gros consommateur d'antidépresseurs en Europe, et la tendance ne faiblit pas. En 2022, plus de 80 millions de boîtes ont été vendues, et la consommation a bondi de 34% en 10 ans. On parle souvent de la drogue comme d'un fléau, mais c'est surtout une béquille, une solution temporaire quand il n'y a rien d'autre. Et là, on ne parle pas que de l'héro ou de la C. Les Français consomment déjà en masse des substances psychoactives, simplement sous une forme légale. Et ce n'est pas un phénomène récent. Depuis des millénaires, l'humanité utilise des substances, que ce soit pour des rituels religieux, des pratiques médicinales, ou simplement pour échapper à la réalité. Des champignons hallucinogènes utilisés par les peuples mésoaméricains, aux feuilles de coca mâchées par les civilisations andines. La drogue a toujours été intrinsèquement liée à notre évolution. Mais ce n'est pas un hasard. Les êtres humains cherchent naturellement à modifier leur perception du monde, que ce soit pour des raisons spirituelles, thérapeutiques ou récréatives. Plutôt que d'ignorer cette réalité, ne devrait-on pas enfin apprendre à la gérer intelligemment ? Ah, la drogue. Ce fléau qu'on adore tous condamner en faisant un pilier de politique inefficace et coûteuse. Depuis des décennies, on s'accroche à un fantasme, la guerre contre la drogue. Mais, spoiler alerte, on l'a perdu. Vous saviez qu'en ce moment même, il y a probablement un sous-marin rempli de farine entre l'Amérique latine et l'Europe ? Oh oui, ça existe. Et c'est loin d'être une légende. Allez voir un reportage. Ces réseaux sont devenus incroyablement sophistiqués. Et même sans aller si loin, je prépare ce texte en fumant une petite clope magique. Fier d'être un exemple de politique inefficace. Moi et les 900 000 consommateurs quotidiens, sans parler de la moitié des adultes qui ont déjà essayé. Mais revenons à notre sujet. La solution est évidente. Dépénaliser, bien sûr, mais autant aller plus loin. Pourquoi pas légaliser et vendre nous-mêmes ? Non, je rigole pas. Ce qui est fascinant, c'est l'absurdité dans la manière dont on classe les drogues. L'alcool et le tabac ? Légaux, acceptés, mais responsables de millions de morts chaque année. Le cannabis ? Moins nocif, mais diabolisé depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que la guerre contre la drogue n'a jamais été une question de santé publique. Ça a toujours été politique et économique. Les petits cartons magiques, classés ultra dangereux par Nixon dans les années 70. Non pas pour ses effets, mais parce qu'il était associé au mouvement hippie et à la contestation de la guerre du Vietnam. Les cannabinoïdes, réprimés sous la pression des lobbies, de l'alcool et du tabac, qui voyaient une alternative moins nocive et plus concurrentielle. Alors oui, on parle des États-Unis, mais ils ont imposé leur politique anti-drogue à l'international, jusqu'à l'ONU. Ils ont tendance à imposer un tout petit peu leur vision du monde en général. Si on appliquait une politique basée sur des faits, certaines drogues seraient déjà légales et encadrées. La prévention se concentrerait sur celles qui sont réellement dangereuses, mais bon, ça, ce serait sûrement trop rationnel apparemment. Aujourd'hui, la drogue est l'un des marchés les plus rentables au monde. Pas pour les États, mais pour les cartels. Des milliards encaissés dans la violence et la corruption. En termes de coûts sociaux et de génération de problèmes, les drogues illicites ont un réel impact, mais relativement limité comparé aux substances légales comme l'alcool et le tabac. En effet, bien que les drogues illicites soient associées à des phénomènes spectaculaires, tels que la violence des trafics ou les crises sanitaires, elles représentent un coût direct en réalité de 7,7 milliards d'euros par an, loin derrière le tabac, 156 milliards, et l'alcool, 102 milliards.
Les décès et les maladies liées au tabac et à l'alcool, qui provoquent respectivement près de 75 000 et 40 000 morts annuelles, surpassent largement les 1600 décès dus aux drogues illicites. Évidemment, on n'est pas du tout sur le même nombre de consommateurs. Mais ça n'enlève rien à la dangerosité de certaines drogues. En fait, la perception du danger lié aux drogues illicites est amplifiée par leur illégalité, mais leur impact global, en termes de santé publique et de coûts sociaux, reste mineur. Cependant, l'économie souterraine de la drogue reste un vecteur majeur de la criminalité en France, et lui couper les vivres limiterait grandement ces problèmes. Mais nos gouvernements continuent de dépenser des fortunes en justice, en prison, en flics pour traquer des consommateurs, pendant que le gros du trafic, lui, tourne tranquillement. Alors, imaginons un système où l'État reprend la main. Pas Macron, qui nous pondrait de la poudre en spray et Louis Vuitton, mais un vrai cadre public, avec régulation stricte, contre-pouvoir et production sous contrôle. Ça veut dire dépénalisation totale pour les consommateurs, légalisation encadrée pour la vente par l'État, et ensuite, on verra l'impact sur la criminalité, la santé publique, l'économie, et promis, il restera même un peu de thunes pour faire des ronds-points. On aime bien les ronds-points en France. Alors pourquoi ça n'arrivera pas? Simple? Ah, pas si simple. Les partis politiques n'ont aucun intérêt à changer le statu quo. À droite et au centre, c'est la répression qui rassure l'électorat conservateur. Les républicains, les macronistes, même le PS préfèrent taper sur les consommateurs plutôt que d'affronter les gros bonnets du trafic. Et le cynisme est flagrant. Dans les cercles bourgeois, la drogue s'est normalisée. Télégram et autres réseaux sociaux discrets tournent à plein régime. Prenons l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste sous cocaïne provoque un grave accident de la route en 2023, blessant grièvement une famille. Un scandale qui expose la consommation de drogue dans les sphères artistiques, mais qui ne débouche sur aucune vraie réflexion de fond. Autre exemple, Andy Carbra, député de la France Insoumise, interpellé en octobre 2024 pour l'achat de 3-MMC, une drogue de synthèse. Il a reconnu sa consommation, mais surtout, il a été accusé d'avoir utilisé 25 000 € de ses frais de mandat pour financer son addiction. Résultat, une plainte pour détournement de fonds publics. Pourtant, les conséquences politiques restent minimes. Et puis, il y a l'affaire Jorel Guerrillo, sénateur mis en examen en 2023 pour avoir drogué sa collègue Sandrine Josso avec de l'ecstasy à son insu. Un acte de soumission chimique qui aurait dû provoquer un tollé, mais qui va vite disparaître des radars médiatiques. À gauche, la position sur la légalisation est plus nuancée qu'il n'y paraît. Officiellement, LFI est favorable à la légalisation du cannabis, et plusieurs de ses députés comme Antoine Léaumont ont récemment évoqué la dépénalisation des autres substances pour recentrer la répression sur les trafiquants. Mais si cette idée commence à émerger, elle reste loin d'être une ligne claire du parti. Pourquoi ? Parce que LFI a fait du vote des quartiers populaires une priorité stratégique, et une légalisation plus large risquerait de bousculer l'économie parallèle qui existe dans certaines banlieues. Difficile d'aller trop loin sans proposer une alternative économique solide, sous peine de perdre une partie de leur électorat ou de provoquer des tensions. Résultat, LFI ou le reste de la gauche reste prudente. Ils défendent la légalisation du cannabis avec des arguments assumés, mais sur les autres substances, on parle davantage de réduction des risques que de dépénalisation franche. Ils ne s'opposent pas officiellement à un débat sur le sujet, mais ils ne prennent pas non plus l'initiative de le porter politiquement. D'ailleurs, cette focalisation sur les quartiers populaires comme cœur stratégique du vote insoumis n'est pas sans critique. François Ruffin a dénoncé l'approche électoraliste de LFI, reprochant au mouvement de se concentrer sur un segment précis de l'électorat au détriment d'une vision plus large et inclusive. Pour lui, faire de cette priorité une obsession limite la capacité du parti à convaincre ailleurs. Et pendant ce temps, le gouvernement renforce la répression, crée un parquet national anti-stupéfiant début 2025, et la consommation continue d'augmenter. Cette approche est plébiscitée par la droite et l'extrême droite, qui voient une solution simpliste à un problème bien plus complexe. Mais avant de continuer, il faut parler du système politique français qui, par sa structure même, favorise les menteurs et les court-termistes. En effet, le système des partis repose sur des élections où les candidats doivent séduire pour obtenir des voix. Résultat, ceux qui promettent monts et merveilles sans jamais avoir à rendre de véritables comptes prospèrent. Et une fois élus, ils n'ont plus qu'à jouer avec les apparences car les électeurs n'ont pas de réel pouvoir de contrôle entre deux scrutins. Étienne Chouard le résume bien. C'est le choix de l'élection qui nous condamne au fléau des partis. Ces partis sont souvent financés par des lobbies et leurs décisions servent des intérêts privés bien plus que l'intérêt général. Et les lois sur la drogue en sont un parfait exemple. Ce système favorise la perpétuation du statu quo, car le changement demande du courage politique, une qualité rare, quand votre carrière, elle, dépend de votre capacité à plaire plutôt qu'à agir. Mais au-delà des calculs électoralistes et du cynisme ambiant, il y a une vraie question à se poser. Que se passe-t-il si l'on détruit le marché noir sans alternative ?
Actuellement, l'économie souterraine de la drogue génère des milliards et emploie des milliers de personnes, notamment dans les quartiers où les opportunités économiques sont rares. Si on légalise sans prévoir d'alternatives viables, on risque d'assister à une recrudescence de la criminalité sous d'autres formes. Des réseaux entiers, habitués à prospérer sur le trafic de drogue, ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils chercheront d'autres sources de revenus, potentiellement encore plus violentes. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne suis pas forcément pour une légalisation du cannabis, en tout cas si c'est uniquement ça. Sur le papier, ça a l'air d'une solution simple et évidente, mais ceux qui l'ont tenté ont vite compris que la réalité est bien plus complexe. Parce que les trafiquants ne disparaissent pas, ils s'adaptent. Ok. Pays-Bas, Uruguay, Mexique, partout où seule une partie du marché noir a été absorbée, les réseaux criminels ont compensé en se tournant vers des produits plus rentables et plus addictifs. En effet, aux Pays-Bas, les coffee shops n'ont pas fait disparaître le marché noir. Ils ont juste poussé les dealers à se spécialiser dans l'exta ou l'AC. Le pays était déjà une plaque tournante du trafic international, mais au lieu de s'affaiblir, les réseaux criminels se sont réorientés vers des marchés encore plus lucratifs, notamment la production massive de drogues de synthèse et l'importation de ces via Rotterdam et Anvers. Si on applique ça à la France, le mécanisme est le même. À Marseille, les réseaux criminels encaissent déjà entre 10 et 12 millions d'euros par mois avec le trafic de chanvre et de C. Et le port du Havre a vu plus de 2 tonnes de poudre saisies en 2024. Donc oui, c'est contre-intuitif, mais ce n'est pas aussi simple que de dire légaliser, c'est forcément positif. Il y a des scénarios où ça peut régler une partie du problème, mais d'autres où ça peut en créer de nouveaux. Ce que montrent ces exemples, c'est que les demi-mesures mal pensées peuvent renforcer la criminalité au lieu de la réduire. On l'a vu dans plusieurs pays. Prenons le Mexique. L'État a mené une guerre totale contre les cartels, pensant affaiblir le trafic. Résultat, une fragmentation des organisations criminelles en groupes plus violents, une explosion du nombre de meurtres et une population prise en otage par un conflit sans fin. En Colombie, les efforts pour éradiquer la production de coca ont déplacé le problème plutôt que de le résoudre, forçant les cartels à innover et à étendre leur influence à l'international. Aux Philippines, la politique ultra-répressive de Duterte a entraîné des milliers d'exécutions extrajudiciaires, sans que la consommation ou le trafic ne diminuent réellement. Dans ces cas, la répression a été plus destructrice qu'efficace, car elle n'a jamais été accompagnée d'une alternative crédible. En fait, le crime organisé ne disparaît pas forcément. Il s'adapte et trouve de nouveaux moyens de prospérer. Si l'État reprend la main sur la vente des drogues, il doit impérativement réinvestir une partie des bénéfices pour créer des alternatives économiques, des formations, des emplois, des dispositifs de réinsertion pour ceux qui vivaient de ce commerce. Un autre modèle mérite quand même d'être mentionné, Singapour. Ce pays applique une politique de tolérance zéro avec des peines de mort pour les trafiquants et des incarcérations systématiques pour les consommateurs. Résultat, un des taux de consommation de drogue les plus bas au monde. Mais à quel prix ? La criminalisation extrême n'a pas éradiqué le marché noir, elle l'a simplement rendu plus brutal et invisible, avec des consommateurs qui risquent leur vie pour éviter d'être arrêtés. Cet exemple illustre bien que la répression ne règle pas le problème, elle le transforme et le radicalise, créant d'autres formes de souffrance. Mais soyons honnêtes, aucun dirigeant ne voudra assumer les conséquences immédiates d'un tel changement. Légaliser et détruire le marché noir, c'est potentiellement déclencher des émeutes, voire des affrontements violents, des pertes d'emplois massives dans l'économie parallèle et probablement des représailles des réseaux criminels qui perdront le monopole. On parle d'une situation où un gouvernement risquerait des mouvements sociaux d'une ampleur inédite, des tensions politiques insoutenables et un effondrement temporaire de l'ordre public. Autant dire que, pour un homme politique, c'est du suicide électoral. Parce que même si à long terme ça pourrait être bénéfique, à court terme c'est une explosion assurée. Qui voudra prendre ce risque ? Quel président ou premier ministre acceptera d'être celui qui met le feu aux poudres, quitte à ne jamais être réélu et à porter ce chaos sur ses épaules ? Personne, hein, parce qu'en réalité, personne n'a intérêt que ça change. En revanche, si tu y vas petit à petit et que tu avances ton plan sur plusieurs mandats, disons, comme la grenouille de la fable qui cuit doucement dans la marmite sans s'échapper, il est sûrement possible d'y arriver. En instaurant des réformes progressives, en mettant en place des alternatives économiques avant de frapper directement le marché noir, en éduquant progressivement l'opinion publique sur les bénéfices d'un encadrement strict, tu peux éviter l'explosion immédiate. En fait, c'est une question de stratégie politique. Imposer un changement radical d'un coup, c'est le chaos assuré. Mais le faire intelligemment, sur le long terme, en habituant progressivement la société, c'est peut-être la seule voie réaliste vers une vraie réforme. Donc, la guerre contre la drogue est un vrai fiasco. On l'a vu. Elle ne fait qu'alimenter un marché noir qui prospère, renforçant la criminalité et mettant en péril des vies sans jamais éradiquer la consommation. Mais alors, comment on fait autrement ? On sait que la prohibition est un échec.
On sait que les cartels prospèrent et que la répression ne fait que déplacer le problème sans jamais le résoudre. Alors maintenant, imaginons un scénario où l'État reprend la main, un système pensé pour fonctionner et éviter les erreurs du passé. Avant tout, il faut poser une base claire. Légaliser ne veut pas dire tout autoriser n'importe comment. En fait, il faut un cadre strict, une organisation millimétrée et surtout une transition qui ne laisse pas de place au chaos. Pour ça, il faut diviser la mise en place en plusieurs étapes progressives. Premièrement, dépénalisation immédiate de la consommation. En effet, il faut arrêter de criminaliser les consommateurs pour libérer les ressources policières et judiciaires, en redirigeant ces efforts vers les gros du trafic et de la prévention. Deuxièmement, mise en place d'un réseau public de distribution. Inspiré du modèle des monopoles d'État sur l'alcool dans certains pays nordiques, la vente doit être centralisée et strictement encadrée. Troisièmement, tarification intelligente et contrôle des quantités. En effet, il faut fixer un prix pour casser le marché noir sans pour autant rendre la consommation trop accessible. Et enfin, quatrièmement, l'accompagnement médical obligatoire pour certaines substances. Et oui, les drogues les plus addictives doivent faire l'objet d'un suivi systématique pour éviter la bascule vers des abus dangereux. Alors, c'est bien beau sur le papier, mais voyons ça en détail. Avant d'entrer dans la classification des drogues selon mon système, il est important de comprendre comment la science évalue leur dangerosité. Une étude publiée dans The Lancet a établi un classement des substances en fonction de plusieurs critères. Leur potentiel addictif, leur toxicité physique et mentale, ainsi que leur impact sur la société. Parmi les substances les plus dangereuses, on retrouve bien sûr l'alcool, la picouse et le CRACK. Je le dis pas à haute voix pour éviter le bot YouTube. Il combine une forte addiction, une toxicité importante et des effets sociaux dévastateurs. L'alcool, par exemple, obtient une note de dangerosité globale plus élevée que les deux précédentes en raison de son accessibilité et de ses effets à grande échelle. A l'inverse, des drogues comme le cannabis, la MDMA ou le LSD sont bien plus basses dans ce classement, car elles présentent une addiction modérée, voire inexistante, et des effets neurotoxiques relativement limités. Cette approche basée sur des données permet d'éviter une classification uniquement fondée sur des jugements moraux ou historiques. En prenant en compte ces éléments, on peut construire un cadre de légalisation qui ne repose pas uniquement sur la puissance des substances, mais sur leurs effets réels et mesurables. C'est sur cette base que j'ai créé 3 groupes. Mais d'abord, faisons le point sur la légalisation. Cela permet à l'État de réguler la production, la vente et la consommation. Dans ce système, la vente de drogue légale se ferait dans un cadre strictement encadré par l'État, tout en continuant de punir sévèrement les activités criminelles. Dans le cadre de la légalisation et de la dépénalisation des drogues, il est essentiel de ne pas se baser uniquement sur la puissance des substances, mais plutôt sur leurs effets sur la santé à court et long terme, ainsi que leur potentiel addictif. La classification doit également tenir compte de la manière dont ces substances sont consommées et de leur impact sur la société dans son ensemble. Par exemple, la M ou la C sont toutes deux des stimulants, mais la première est généralement consommée de façon plus occasionnelle, et avec une moindre addiction physique que la seconde. Ce critère d'usage et de dépendance est donc primordial pour éviter les erreurs de classification. Cela permet de garantir une approche plus réfléchie afin de protéger la santé publique tout en offrant une régulation adaptée. Passons donc au groupe numéro 1. Là on parle de légalisation ouverte et potentiellement d'usage récréatif libre mais encadré. Les substances de ce groupe sont considérées comme ayant une faible toxicité et ne présentent pas de risque majeur d'addiction ni de dégâts physiques significatifs. Ces drogues sont utilisées depuis longtemps, sans effet à long terme dramatique sur la santé. Au niveau de la régulation, ces substances seraient disponibles dans des centres spécialisés ou des pharmacies agréées, accessibles aux adultes sous certaines conditions, âge minimum, avec un suivi encadré. Il y a donc des règles strictes et un suivi de la consommation pour garantir la sécurité. Il pourrait également être envisagé une libéralisation de la vente avec certaines conditions. Ça permettrait ainsi de dynamiser l'économie et de créer des emplois dans un secteur légal. Des règles spécifiques pour chaque substance, quantité, âge minimum, lieu de vente par exemple, assureraient un contrôle efficace tout en optimisant les retombées économiques positives pour la société. Dans le groupe de niveau 2, on parle ici de légalisation sous contrôle. Ce sont des substances répandues mais risquées. L'accès à ces drogues serait limité en quantité par achat et chaque transaction devrait être réalisée avec une carte vitale pour permettre un suivi médical. Si des comportements excessifs ou de dépendance sont détectés, un accompagnement médical serait automatiquement déclenché. Ces substances seraient vendues dans des lieux réglementés et contrôlés, comme des pharmacies ou des centres spécialisés. Certains trouveront l'idée bizarre, mais soyons honnêtes. La première fois qu'on prend ces substances, c'est rarement un choix mûrement réfléchi. On est dans une soirée, un pote en propose et on se dit « allez, pourquoi pas ?» Alors, autant vendre ces produits dans un cadre contrôlé,
où l'on peut informer et encadrer les consommateurs, plutôt que de les laisser se fournir à l'aveugle sur le marché noir. Parce que les dealers, ils font pas de prévention, ils cherchent uniquement à maximiser leurs profits, ce qui peut mener à des crises sanitaires majeures, comme celle des opioïdes aux États-Unis. Bon là, les dealers c'était les pharmaciens. Leur objectif était de vendre toujours plus, sans se soucier des conséquences sur la santé des consommateurs. La crise des opioïdes a fini par provoquer plus de 33 000 décès par overdose en 2015, contre seulement 4 000 en 1999. L'explosion des addictions aux opioïdes aux États-Unis est directement liée à la logique de profit des entreprises pharmaceutiques. Ces firmes ont massivement surprescrit des substances hautement addictives, non pas pour soigner, mais pour maximiser leurs ventes. A l'inverse, un monopole d'État sur la distribution des drogues permet d'éviter ces dérives, car l'objectif change totalement. L'État ne gagne pas d'argent sur la dépendance, mais sur la santé des citoyens. En effet, un modèle privé a intérêt à vendre toujours plus, même au détriment de la santé publique. Alors qu'un modèle public a intérêt à minimiser les abus, car les coûts des soins, de la justice et la perte de productivité dépassent largement les bénéfices. C'est précisément cette différence fondamentale d'objectifs qui fait qu'une régulation par l'État peut fonctionner, là où un marché privé échoue systématiquement en favorisant l'addiction plutôt que la prévention. En fait, seul un monopole d'État garantit que la logique économique va dans le sens du bien-être collectif. Une politique de régulation axée sur la santé publique, comme celle du Portugal, a démontré son efficacité. Depuis la dépénalisation des drogues en 2001, les nouveaux cas de VIH liés à l'usage des drogues injectables sont passés de 1287 en 2001 à seulement 16 en 2019, tandis que la mortalité liée aux drogues a chuté de 34 décès par million d'habitants à 6 décès par million, bien en dessous de la moyenne européenne de 23,7. L'État a donc tout à gagner à ce que les consommateurs soient en bonne santé et autonomes. En encadrant strictement la distribution et en mettant en place des campagnes de sensibilisation, on réduit les risques d'abus et on casse l'argument selon lequel une légalisation encadrée entraînerait obligatoirement une augmentation incontrôlée de la consommation. En fait ici, le principal défi est de fixer le bon prix. Il faut un tarif qui détruise le marché noir sans rendre la drogue trop accessible. Si la dose légale est trop faible ou trop chère, l'acheteur ira chez un dealer. Mais s'il peut en acheter autant qu'il veut, on court le risque de surdosage ou de revente illégale. Ce groupe est donc le plus complexe à gérer et nécessite un ajustement constant des prix et des conditions d'accès. Maintenant, parlons du groupe de niveau 3, dépénalisation et prise en charge. On parle ici de substances très nocives. Les drogues de ce groupe ont des effets dévastateurs tant sur la santé physique que mentale. Leur potentiel addictif est donc très élevé et leur usage entraîne des risques majeurs tant pour les consommateurs que pour la société. Ces substances ne seraient donc pas commercialisées de manière légale. Au lieu de cela, l'État garantirait une prise en charge gratuite pour les individus dépendants, en leur offrant des substituts, un suivi médical et un accompagnement dédié. Inspiré du modèle portugais, l'objectif ici serait de réduire les risques de surdose et de faciliter la réinsertion des toxicomanes dans la société tout en baissant la criminalité liée à l'usage. D'abord, je pense qu'il est nécessaire de clarifier quelques points avant d'aller plus loin. L'âge de 18 ans ne serait pas une limite rigide pour toutes les drogues, car comme l'alcool, leurs effets varient selon l'âge et la maturité. Certains diront un adulte pourra toujours en acheter pour un mineur. Alors oui, comme aujourd'hui en fait. Contourner les règles a toujours fait partie du jeu. Mais avec un cadre légal où l'adulte est pleinement responsable, il saura exactement quel risque il prend en fournissant des drogues à un mineur, avec des sanctions lourdes à la clé. Au final, rien ne change, sauf que cette fois, les responsabilités sont clairement posées. Si la consommation est dépénalisée, des infractions comme la conduite sous emprise ou les troubles à l'ordre public resteraient sanctionnées. Légaliser ne signifie pas l'absence de responsabilité, bien au contraire. De plus, l'État devrait inscrire dans la loi, voire dans une loi organique, une rubrique spécifique pour encadrer la commercialisation des substances, avec des contre-pouvoirs visant à empêcher toute organisation à but lucratif de commercialiser les drogues de groupe 2 et 3. Des critères objectifs tels que la dépendance physique et psychique, la neurotoxicité, la toxicité générale et la dangerosité sociale seraient utilisés pour classer et réguler les substances présentes sur le territoire. Une légalisation bien pensée nécessite des mécanismes de contrôle pour éviter les dérives, notamment la tentation pour l'État d'exploiter les données des consommateurs à des fins de surveillance. Pour cela, un organe de régulation indépendant serait nécessaire. Il serait composé d'experts de différents domaines, scientifiques, économistes, médecins spécialisés en addictologie, magistrats et représentants citoyens bien sûr. Ce conseil aurait pour rôle d'encadrer la production et la distribution, de fixer les conditions de vente et d'adapter la législation en fonction des nouvelles données scientifiques. Pour assurer une transparence totale, cet organe fonctionnerait de manière autonome et serait protégé de toute influence politique ou commerciale. Il pourrait publier régulièrement des rapports publics sur l'impact de la politique de légalisation et proposer des ajustements si nécessaire.
On pourrait appeler ça le CORD, Conseil d'observation et de régulation des drogues. Ou alors le DFONCé, Département d'études, de fixation et d'observation nationale des consommations encadrées. Sympa celui-là. Attendez, j'en ai un autre. Le STUND, Système de traçabilité et d'observation nationale des effets des drogues. Bref, un organisme sérieux et indépendant, quoi. Un autre enjeu crucial serait la protection des données des consommateurs. Elles devraient être anonymisées et inaccessibles aussi bien aux entreprises privées qu'aux services de l'État, sauf en cas de suivi médical strictement encadré par la loi et le secret médical. En somme, la législation serait construite sur une évaluation régulière des risques, associés à chaque substance, assurant une gestion responsable tout en garantissant une protection maximale de la santé publique. De plus, l'État étant producteur ou contrôleur, il disposerait de l'expertise nécessaire pour étudier de manière plus approfondie les risques des substances, grâce à un large panel de consommateurs, évidemment, et à une surveillance directe de la production, permettant ainsi une régulation encore plus précise et fondée. Bon, au final, ça sert à quoi de faire tout ça, hein ? Pour les drogues du groupe 1, les moins dangereuses, un marché légal encadré permettrait d'instaurer des règles strictes tout en évitant les dérives du marché noir. L'État fixerait des obligations de sécurité et de bonnes pratiques pour les producteurs et distributeurs, incluant le contrôle qualité, l'information des consommateurs et un suivi des risques. Ce modèle créerait des emplois variés, de la production à la distribution, boutiques spécialisées, pharmacies agréées, en passant par le suivi médical et administratif. La recherche et l'évaluation des risques joueraient un rôle clé, avec des formations et certifications obligatoires pour les professionnels du secteur. Le transport, la logistique et la gestion des structures légales bénéficieraient aussi de cette légalisation encadrée. Le marketing resterait strictement réglementé, à l'image de l'alcool, pour éviter toute incitation excessive à la consommation. L'un des plus grands avantages économiques d'une telle approche serait la diminution des coûts associés à la répression du trafic de drogue. Le système judiciaire, les prisons, les forces de l'ordre et les coûts liés à la délinquance pourraient être allégés. Et la dépénalisation des consommateurs de drogue libérerait encore davantage de moyens, réduisant les arrestations et les poursuites judiciaires. Ce gain serait particulièrement visible sur le long terme. Cependant, il faut être conscient que ce modèle déplacerait une partie de la charge vers le secteur médical, nécessitant plus de structures, de personnel et de suivi. Mais mieux vaut soigner en amont que criminaliser pour finalement devoir soigner après, dans des conditions encore plus dégradées. Pour avoir une idée, juste la répression du cannabis en France coûte environ 570 millions d'euros par an, selon le Conseil d'analyse économique, le CAE. Sur 10 euros dépensés, 7 euros vont aux interventions policières, 2 euros aux procédures judiciaires et seulement 1 euro est consacré à la prévention, aux soins et à la recherche. Le rapport 974 de l'Assemblée nationale indique que taper sur le clou ne fonctionne pas. La répression n'a ni freiné la consommation, ni stoppé les trafics, et a même aggravé les violences liées au marché noir. Alors la logique voudrait qu'on change d'approche, mais non. Plutôt que d'arrêter de taper, on prend un marteau plus gros et on cogne encore plus fort. La réponse du gouvernement, plus de sanctions, plus de police, plus de justice mobilisée, pour un combat qui, selon leur propre constat, est inefficace. La folie, c'est vraiment de refaire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. La légalisation et la régulation des drogues dangereuses permettraient de réduire considérablement les coûts de santé publique en diminuant les risques sanitaires liés à leur consommation. Actuellement, les soins nécessaires pour traiter les maladies associées à cette consommation, hépatite, VIH, overdose, etc., pèsent lourdement sur le système médical, avec un coût total estimé à 7,7 milliards d'euros par an. En instaurant un suivi médical encadré, les consommateurs bénéficieraient d'une prise en charge préventive, limitant ainsi les complications graves et les hospitalisations d'urgence. Par exemple, le traitement des addictions aux opiacés coûte déjà plus de 1,7 milliard d'euros par an, sans compter les dépenses indirectes liées aux conséquences sociales et économiques des dépendances. Une politique de légalisation encadrée permettrait donc d'agir en amont plutôt que de consacrer des ressources massives à gérer les conséquences. En limitant les overdoses et les maladies infectieuses, tout en assurant un accompagnement médical adapté, l'État allégerait durablement la charge financière du secteur de la santé. En encadrant les substances moins dangereuses, l'État pourrait également investir dans des programmes de prévention et de gestion des risques. Ces mesures pourraient non seulement réduire les risques sanitaires pour les consommateurs, mais aussi générer des économies indirectes en termes de traitement des accidents liés à des comportements à risque. De plus, un suivi des consommateurs via la carte vitale pourrait permettre d'identifier et d'orienter plus facilement les personnes en situation de dépendance ou de danger. Il faudrait tout de même une sécurité renforcée au niveau des données médicales d'un citoyen français.
La légalisation des drogues dans certains pays a entraîné un afflux de touristes cherchant à consommer légalement dans un cadre sécurisé. Par exemple, les coffee shops d'Amsterdam génèrent plusieurs centaines de millions d'euros par an, attirant chaque année des millions de visiteurs. Bien sûr, ce phénomène n'est pas sans risque. Certains pays, comme l'Uruguay, ont dû limiter la vente aux seuls résidents pour éviter un tourisme excessif qui pourrait déstabiliser le marché intérieur. Mais globalement, les bénéfices économiques sont tout de même indéniables. Un bon ami m'a dit: tu peux pas faire cette vidéo sans parler de la corruption. Alors bon, allons-y. La corruption dans le trafic de drogue, on la connaît. Des ripoux qui ferment les yeux pour une liasse, des douaniers un peu trop indulgents. Mais quand ce sont des hauts gradés de la police qui participent au jeu, comme Michel Néré ou François Thierry, on commence à comprendre que le business de la répression est parfois aussi lucratif que le business du trafic. Mais bon, ne soyons pas dupes, Néré et Thierry n'étaient pas des électrons libres. Ils ont pu agir des années sous le regard bienveillant d'un système qui fermait les yeux tant que les résultats suivaient. Et puis quand tout a éclaté, ils sont devenus les coupables parfaits. Mais soyons honnêtes, à ce niveau de responsabilité, ils n'étaient pas seuls à savoir. Ils sont juste ceux qui ont trinqué pour les autres. Mais il se passe quoi quand une entreprise illégale devient un petit peu trop riche? Elle diversifie ses investissements. D'abord elle achète des policiers, puis des juges, et finalement pourquoi pas des députés. On pourrait croire que c'est un scénario de Narcos, mais à Marseille, la DZ Mafia est déjà soupçonnée de financer des campagnes politiques. C'est le genre de stratégie qu'on trouve dans les mafias bien installées, un pied dans l'ombre, un autre dans la respectabilité. Et puis, soyons honnêtes, la corruption en France, on sait faire. Entre les financements douteux, les affaires enterrées et les réseaux d'influence bien en place, on n'est peut-être juste pas encore au courant. Parce que bon, si la DZ Mafia l'a fait, qui dit que d'autres ne sont pas déjà en train de jouer le même jeu? Parce qu'avec un système de parti exsangue, où le financement est un casse-tête et la transparence un mythe, on n'est pas loin d'ouvrir les bras aux parrains. Finalement, dans une démocratie où la politique ressemble de plus en plus à un marché, le crime organisé pourrait juste devenir un acteur comme un autre. La recherche médicale avance vite, mais apparemment pas assez vite pour dépasser la peur des bureaucrates français. Pendant que les psychédéliques reviennent sur le devant de la scène scientifique comme une des pistes les plus prometteuses contre la dépression et les addictions, ici, on préfère faire comme si rien ne se passait. Mais là-bas, ça bosse. L'Imperial College de Londres, les hôpitaux universitaires de Genève et la FDA aux États-Unis avancent sur ces traitements. Nos chercheurs, eux, ils doivent se battre contre des réglementations archaïques. Chaque essai clinique devient un casse-tête administratif, là où d'autres pays ont déjà intégré ces substances dans leurs protocoles médicaux. Alors voyons ce que donne la recherche. La psilocybine, la molécule des champignons, réduit la dépression résistante dans 71% des cas après une seule séance. De nombreuses études en cours cherchent à confirmer ces résultats. Et certains pays comme l'Australie ont déjà autorisé son usage thérapeutique sous contrôle médical. La MDMA, quant à elle, a montré des résultats prometteurs contre le stress post-traumatique, mais la FDA a récemment rejeté son approbation, en raison de problèmes méthodologiques dans les études et de préoccupations sur la sécurité des patients. Mais cela ne remet pas en cause son efficacité potentielle. Mais ça souligne que les recherches doivent être encore consolidées. Pour ce qui est de la kétamine, elle est déjà utilisée comme antidépresseur rapide dans plusieurs pays. 50 à 60% des patients résistants aux antidépresseurs classiques réagissent dès la première dose. Son efficacité est désormais largement reconnue, mais son usage, lui, reste controversé en raison de son potentiel addictif et de l'absence de cadre réglementaire clair pour son administration. Alors évidemment, il faudra encore beaucoup de recherches pour être sûr de ces chiffres, mais les faits sont là. On nous explique que ces substances sont interdites pour protéger la santé publique, mais elles pourraient justement soigner les troubles qu'on prétend combattre. Pendant que la recherche avance ailleurs, sans frein politique, nous, on est toujours en train de débattre sur la légitimité même d'étudier ces traitements. Il ne s'agit même plus d'une question de prudence scientifique. Les résultats sont là, les essais cliniques explosent et les méta-analyses sont déjà en préparation. On sait que ces substances ont de l'avenir, mais la France fait semblant de ne pas entendre, coincée dans un dogme prohibitionniste dépassé. Le pire, vous savez c'est quoi? C'est que c'est pas juste un retard, c'est une opportunité économique et médicale qu'on laisse filer. Dans quelques années, quand la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni auront finalisé leurs recherches et intégré ces traitements, on va se retrouver comme d'habitude, à importer des solutions développées ailleurs alors qu'on aurait pu être les pionniers. Si la science était un train, on sera encore sur le quai, en train de remplir un formulaire pour demander l'autorisation de monter dedans. Ce qui nous amène à une réflexion plus large. Plutôt que de continuer à interdire aveuglément les substances psychoactives, ne devrait-on pas enfin les intégrer dans un cadre rationnel et structuré? Un cadre où les usagers et leurs risques seraient maîtrisés, étudiés et encadrés, plutôt que niés sous prétexte de prohibition. Parce qu'à ce stade, soyons honnêtes, le modèle actuel ne protège personne,
Il maintient un marché noir florissant et freine des avancées scientifiques majeures. La liberté véritable n'existe pas sans la responsabilité, ou plutôt sans l'éducation qui mène à la responsabilité. Ma philosophie est assez simple. Traiter les citoyens comme des enfants, c'est fabriquer une société incapable de réfléchir par elle-même. Expliquer, informer et laisser le choix de faire des erreurs, c'est ce qui permet de créer des individus plus conscients, capables d'arbitrer avec de meilleures méthodes. L'État ne devrait pas se positionner en parent qui décide à la place des gens, mais en garant d'un cadre où chacun peut prendre ses décisions en connaissance des causes. Plutôt que de continuer à alimenter une hypocrisie qui profite aux réseaux criminels et à une élite qui consomme de toute façon en toute impunité, on pourrait enfin assumer une approche cohérente, efficace et juste. Légaliser, ce n'est pas renoncer à la prévention, c'est au contraire repenser la lutte contre les risques, encadrer intelligemment et protéger réellement ceux qui en ont besoin. Bon bah déjà, si vous êtes arrivé ici, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un projet en construction et comme tout ce qui commence, il y a sûrement des erreurs. En fait, j'apprends encore le montage, l'écriture, la gestion du son, bref, pas mal de trucs. J'ai des progrès à faire et ça va évoluer avec le temps. Pour ce qui est des sources en description, c'est une liste non exhaustive parce que je pense qu'il faut aussi faire l'effort de les chercher de votre côté. L'information elle tombe pas toute cuite. Si un sujet vous intéresse, ne vous contentez jamais de ce que je vous dis. Il faut que vous creusiez, que vous confrontiez, que vous doutiez. Et sur ce, n'oubliez pas que Cassandre ne prédit plus dans l'eau, que Morphée est clandestin. Alors, bienvenue dans Dialectique Noire.